Alors avant de faire mon exposé, je tiens à parler de deux choses. Alors, une première, c'est une remarque de M. Louis Cassi, qui a dit que, au moment de l'utilisation de ces diagrammes avec les étudiants des classes prépa, parfois on se confronte à une remarque, eh bien monsieur, ce diagramme-là, il ressemble à un diagramme qu'on a utilisé déjà, Pieuvre par exemple. Alors, Dieu soit loué, la technologie sert à quelque chose. Parce que l'étudiant qui a fait cette remarque, c'est un étudiant qui a eu la chance d'avoir un cours de technologie au collège. Donc la technologie sert à quelque chose. La remarque de M. Aouti, il a un souci didactique et pédagogique. Est-ce que les élèves du collège, ils ont le niveau souhaité pour qu'on puisse parler avec eux de ces diagrammes-là? J'estime qu'on est dans une phase de formation des enseignants et des inspecteurs. Et normalement, la question didactique et pédagogique doit être travaillée conjointement entre les inspecteurs et les enseignants. Si Aoutil, il va quitter la fonction en août, donc le casse-tête de penser à comment on va exploiter ça avec nos élèves, donc je ne sais pas, est-ce qu'il va rester avec nous même après son départ, ou bien il va faire un départ marocain. Parce qu'il y a un départ européen, il y a un départ marocain. Un départ européen, un départ marocain. Donc j'estime que c'est un travail, c'est une tâche lourde. C'est à nous les inspecteurs de former des équipes, de travailler avec les enseignants, de faire des expérimentations, de rédiger des rapports, de filmer des séquences d'expérimentation et voir quelles sont les considérations didactiques et pédagogiques à mettre en œuvre pour utiliser ces langages. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de présenter à travers cette modeste prestation. Le SysML, c'est quoi déjà? Alors, on a utilisé déjà depuis les années 80 un certain nombre d'outils de l'analyse fonctionnelle et on sait pertinemment que ces outils-là, ils touchent trois aspects au niveau d'un système. Alors, ils touchent l'aspect fonctionnel, ils touchent l'aspect structurel et ils touchent l'aspect comportemental. Alors, je donne un exemple, l'aspect comportemental, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on fait appel au graphe 7. Donc lorsqu'on fait appel à un graphe 7, donc ça touche le côté comportement de notre système. Alors si je parle d'un schéma, par exemple, d'un schéma synoptique, d'accord, qui met en évidence les blocs d'un système, donc je touche le côté structurel. Et si j'utilise par exemple un diagramme SADT niveau A-0 ou niveau A-N, je touche le côté fonctionnel. Le SysML, c'est la même chose. C'est un langage de modélisation. Alors il faut souligner langage, il faut souligner modélisation, si on termine un langage de modélisation du système plurotechnologique complexe. Donc langage, ça veut dire tout simplement que c'est un moyen de communication entre des corps de métiers différents. Alors pour que le mathématicien comprenne ce que dit l'ingénieur hydraulique, donc ils doivent partir d'une plateforme, d'accord, et cette plateforme ne doit pas spécifier en quelque sorte une discipline par rapport à une autre. Donc sur la base d'une plateforme, ils doivent se comprendre. Donc c'est unifier
un moyen de communication entre tous les corps de métier. Alors, modélisation, c'est pour représenter et pour savoir à quoi ça va ressembler le futur système. Lorsqu'on dit modélisation de système pluritechnologique, ça nous donne une idée sur l'équipe qui va travailler sur ce système-là. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Alors, complexe, les systèmes complexes, ce n'est pas compliqué au sens du terme, mais c'est-à-dire que, tout simplement, lorsqu'on a un système où les interactions entre les différents blocs, par exemple, ils sont linéaires, il est plus facile par rapport à un système dont les interactions, il y a des rétroactions. Par exemple, si je travaille sur un système automatisé en boucle ouverte, c'est plus facile de travailler sur un système automatisé en boucle fermée. Donc c'est le caractère complexe. Alors l'enjeu, comme j'ai dit, c'est unifier une démarche de conception, d'accord, depuis la reprise du cahier de charge fonctionnel jusqu'à l'obtention détaillée d'un système virtuel testable. Donc, le fait de parler d'un diagramme d'exigence ou un diagramme cas d'utilisation, ça ne veut pas dire que je vais, à t égale 0, aller sur mon poste PC, démarrer mon logiciel et commencer à établir un diagramme. Alors, toujours, on a des traces écrites sur papier, c'est-à-dire que tous ces diagrammes-là, on commence par faire le travail sur papier avant de le reproduire sur un support informatique. Alors attention, il ne faut pas faire l'erreur suivante. Le SysML, ce n'est pas un logiciel de simulation. D'accord? J'ai lu des remarques sur Internet, sur Facebook surtout, où les professeurs ou un professeur a fait une remarque sur le SysML. Il a dit malheureusement, on ne peut pas faire de la simulation avec le SysML. Alors d'autres réponses dans le même sens, qui montrent que peut-être qu'il y a des enseignants qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à une conférence ou à un exposé sur le SysML. Ils pensent que le SysML est un logiciel de simulation. Loin de là, le SysML, ce n'est pas un logiciel de simulation. Le SysML n'est pas une méthode. Le SysML n'est pas une méthode, c'est-à-dire que vous avez à faire cette étape, puis cette étape, puis cette étape, puis finir par cette étape. Ce n'est pas une méthode. Donc on peut commencer par n'importe quelle étape, on peut commencer par n'importe quel diagramme. Ça c'est très important. Alors la construction des diagrammes SysML s'inscrit dans une démarche itérative. Itérative, ça veut dire qu'il y a des allers-retours entre les diagrammes. Et ça c'est l'avantage de ce langage SysML. Alors, on peut être trop précis lors de l'établissement d'un diagramme. Si par exemple, Sylvie Cassi a essayé d'être trop précis et s'arrêter sur n'importe quel organe au niveau de cette solution technologique, au niveau de ce système-là, alors on va imaginer le diagramme SysML ou le diagramme cas d'utilisation. Donc on peut être trop précis lors de l'établissement d'un diagramme ou rester aux généralités. C'est ce qu'a fait Sylvie Cassi. C'est un choix et de pertinence à juger par l'équipe pluridisciplinaire. Si l'équipe pluridisciplinaire juge nécessaire aller vers les détails des détails, eh bien, il va faire un diagramme cas d'utilisation ou un diagramme cas d'exigence très, très détaillé. Alors, et pour remédier à ce problème d'encombrement au niveau d'un diagramme, on parle de diagramme partiel. On peut parler de diagramme partiel, c'est-à-dire prendre une partie et l'exposer. D'accord? Et d'ailleurs, au niveau des exigences, il y a des exigences qui sont fonctionnelles et d'autres exigences qui ne sont pas fonctionnelles, à savoir l'ergonomie par exemple, la sécurité, etc. Donc on peut faire des diagrammes partiels qui touchent le côté fonctionnel et on peut mettre en évidence un diagramme d'exigence qui touche les côtés ou les exigences qui ne sont pas fonctionnelles. Alors, comment écrire un cahier de charge fonctionnel à partir
du diagramme d'exigence, du diagramme cas d'utilisation, et la question qui nous interpelle tous, c'est quelles sont les considérations didactiques à prendre en compte pour exploiter ces diagrammes au collège. Alors, diagramme d'exigence, un peu de généralité. Alors, une exigence permet de spécifier deux choses. Une capacité qui doit être satisfaite par le système ou une contrainte à respecter par le système. Par exemple, une contrainte au niveau normes de sécurité, au niveau environnement par exemple, ergonomie, conditions de fiabilité, de performance, etc. Donc j'essaie au maximum de ne pas penser analyse fonctionnelle. Alors les exigences permettent d'établir un contrat entre le client et le réalisateur du futur système, ça on le connaît déjà. Alors une exigence est perçue comme étant une propriété jugée nécessaire. Elle peut mettre en évidence soit un service, soit une fonction, une caractéristique ou une attitude du système, soit une limitation du concepteur. Alors le diagramme des exigences permet de réécrire le cahier des charges fonctionnelles. C'est une représentation graphique, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit attention, ne pas confondre le langage CCML comme étant un logiciel de simulation. Donc c'est à travers un certain nombre de diagrammes qu'on fait des représentations graphiques. Au lieu d'écrire par exemple un cahier de charges d'une manière littéraire, donc on a la possibilité d'exploiter une représentation graphique pour mettre en évidence ce cahier des charges. Alors quelles sont les considérations didactiques et pédagogiques à respecter pour cette première phase d'expérimentation? Alors vous avez remarqué au début, lorsqu'on a commencé à parler du langage CCML, j'ai parlé d'un certain nombre de relations, d'accord? Et j'estime que l'utilisation ou l'exploitation de quelques relations au collège ne poseront pas problème. Par contre, d'autres relations peuvent poser problème. Alors, la première relation qu'on va utiliser, et d'ailleurs on est forcé de l'utiliser, c'est la relation de contenance. Alors, j'ai donné un exemple ici, c'est le robot abeille. J'ai ici ce qu'on appelle celui qui l'exigence mère. Vous pouvez trouver l'exigence composite, vous pouvez trouver l'exigence fondamentale. Alors, il y a une autre exigence contenue dans l'exigence mère, dans la relation, c'est une relation de contenance, c'est par exemple ici départ robot, d'accord? Il faut identifier une couleur pour que le robot commence à effectuer sa mission. Donc on parle de relation de contenance, donc c'est une relation qu'on est obligé de parler au collège parce que j'ai une exigence composite, la décomposer en des exigences unitaires, automatiquement ça fait figurer au niveau de mon diagramme des exigences cette relation de contenance. Alors deuxième relation que j'estime facile à mettre en œuvre avec les élèves du collège, c'est la relation de satisfaction. Donc par exemple ici, une exigence unitaire liée au départ du robot, dont l'identifiant 1.1 et le texte identifie la couleur de la carte relative à la danse. Elle est satisfaite par le bloc carte, c'est carte verte, danse frétillant, carte bleue, danse ronde. Le robot ne peut pas commencer à réaliser la mission, sauf s'il détecte la couleur relative à quelle danse, donc aller à quelle ruche. Est-ce que à la ruche A ou au niveau de la ruche B? Donc vous avez ici une relation de satisfaction. Alors troisième relation, c'est une relation de raffinement, d'accord? Et comme exemple, j'ai ici une exigence arrêt final du robot dont l'identifiant c'est 1.22, dans le texte s'arrêter à la marque placée à la fin du parcours devant la porte de la ruche A et B. Alors pour un raffinement ici, au niveau de l'exigence marque d'arrêt, d'accord, on a donné des données quantitatives, à savoir la largeur de la marque c'est 14 mm plus ou moins 2 mm et la longueur de la bande c'est 10 cm. Donc on peut parler au collège de la relation de raffinement. Alors il y a une relation très importante, c'est la relation d'ajout de commentaires ou d'images. D'accord? Alors si au niveau par exemple de la compétition on dit que exécuter l'intérieur
il ne donne pas la nature de la trajectoire comme ça. Alors automatiquement, le candidat ou l'équipe participante va se poser la question, mais mon robot, il rentre au niveau de la ruche, comment il va effectuer cette danse? Est-ce qu'il va effectuer cette danse d'une manière libre? D'accord? Il doit reproduire lui-même d'une manière automatique cette danse-là, ou bien il y a une contrainte à respecter. Alors remarquez ici, rationnel. Donc je vais parler aussi de ces informations, c'est la première fois que je parle de ces deux termes. Alors le SysML permet d'ajouter des notes graphiques, des post-it, des notes graphiques. Tous les diagrammes sous forme de post-it, tous les diagrammes, vous pouvez avoir au niveau de ces diagrammes-là, d'accord, vous pouvez avoir des notes graphiques. Alors il y a deux types de notes graphiques. Il y a une note graphique où vous exposez un problème. Alors au niveau de la poubelle semi-automatique, chez Zin, on avait un problème. Quelles sont les différentes dispositions des tables au niveau d'une classe? Donc c'est une question qu'il fallait répondre. On n'a pas encore la réponse à cette question. Donc on a mentionné au niveau de notre diagramme d'expression, à travers une note graphique, un problème qu'il faut résoudre par la suite. Alors rationnel pour justifier parfois une exigence de raffinement. Parfois on a une exigence de raffinement et pour justifier la présence de cette exigence, on peut faire beaucoup avec une note graphique, d'accord, dans le stéréotype rationnel. J'estime que parler avec les élèves du collège de ces deux termes, pour des raisons de simplicité, j'estime que les diagrammes d'exigence à exploiter avec les élèves ne doivent pas contenir les mots problèmes rationnels. On peut mettre en évidence ces notes graphiques sans mentionner le type de la note graphique. Il s'agit d'un problème, il s'agit de quelque chose qui va justifier la présence d'autre chose. Donc, on opte pour cette relation-là, légitime de parler de ces deux termes au collège, c'est pas la peine pour des considérations de simplicité. Alors, une remarque, il est très courant, mais pas obligatoire, de remarquer la présence d'autres informations que l'équipe a jugées nécessaires pour définir d'autres propriétés ou attributs pour les exigences. Alors, si vous regardez au niveau d'un diagramme d'exigence réalisé par des experts, vous allez avoir ces termes-là. Parfois, on parle de priorité. Est-ce qu'il est haute ou moyenne ou basse? On peut parler de la source. La source. Est-ce que cette exigence, c'est une exigence client? Est-ce que c'est une exigence marketing? Est-ce que c'est une exigence technique ou législation, etc. Le risque. Donc, automatiquement, le groupe d'experts, il a la possibilité de gérer aussi les risques. Est-ce que c'est un risque haut, moyen, bas? La méthode de vérification, est-ce qu'à partir d'une analyse, une démonstration, un test ou autre, le statut, est-ce qu'il est proposé, validé, testé? Donc, on peut trouver sur un diagramme SysML d'experts ces termes-là. Et comment vous allez les trouver? Tout simplement, alors, au niveau, par exemple, bloc, ici, départ robot, identifier la couleur de la carte relative à la danse, elle est satisfaite par le bloc carte, carte verte, danse frétillante, carte bleue, danse ronde. Le statut, c'est proposé par le jury, la source, c'est jury. Donc, c'est un exemple. Alors, je dis que pour des considérations didactiques et pédagogiques, c'est pas la peine d'alourdir nos diagrammes qu'on va exploiter avec les élèves en introduisant ces informations. Mais pour vous, en tant qu'enseignants, il faut avoir cette connaissance dans vos têtes, d'accord? Si par hasard, vous lisez un diagramme d'exigence, d'accord, et vous retrouvez ces informations, alors ces informations, ils existent et ils ont une signification. Alors, il est également possible de faire la distinction de deux types d'exigences. Alors, une exigence peut être fonctionnelle, une exigence peut être de sécurité, de performance, d'organisation, etc. Et pour être un peu organisé au niveau de l'établissement de ces exigences-là, il vaut mieux parler de diagrammes partiels dans l'objectif de ne pas présenter à vos élèves des diagrammes qui sont lourds. Donc, j'essaye
de regrouper toutes les exigences de manière globale ou de manière partielle au niveau d'un diagramme, et tous les autres types d'exigences, à savoir de sécurité, de performance, d'attitude, organisation, etc., au niveau d'un autre diagramme. Alors on peut donc élaborer des diagrammes d'exigence pour un même système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un diagramme d'exigence, mais il y a des diagrammes d'exigence. Alors une chose très importante au niveau de la représentation, vous avez une cartouche en haut d'un rectangle, où vous avez l'initiale REC par exemple, c'est pour mettre en évidence le type de diagramme. Il s'agit d'un modèle de quoi? D'un robot abeille, et vous avez cet acronyme-là qui est nécessaire, d'accord, pour mentionner qu'il s'agit d'un diagramme d'exigence, et vous avez le nom ici. Et vous avez ici la zone de placement de vos exigences. D'accord? Alors, heureusement, tous ces diagrammes-là, d'accord, on peut les mettre en œuvre, les concevoir à partir d'une plateforme informatique. Et ça, c'est le point fort du langage HTML. Et automatiquement, tous les diagrammes, les 9 diagrammes, ils sont liés entre eux. Et grâce à cet outil informatique, si je corrige au niveau d'un diagramme, ça se fait automatiquement la correction au niveau des autres diagrammes. Ça, c'est le point fort du support informatique qui supporte tous ces objets informatiques. Alors, le diagramme des cas d'utilisation, un peu de généralité aussi. Alors, le diagramme de cas d'utilisation présente les services attendus du système. Il visualise les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système. Ça, c'est très important. Il y a des interactions qui sont fonctionnelles entre les acteurs principaux et les acteurs secondaires et le système. Alors, un cas d'utilisation est l'ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système. D'accord? Un cas d'utilisation, c'est un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui sont observables. Donc, automatiquement, il y a une séquence d'actions, donc il y a un résultat, et ce résultat, il est observable. Et le résultat observable, ce n'est que l'attente d'un acteur particulier. Il peut être un acteur principal, il peut être un acteur secondaire. Alors, pour un cas d'utilisation, on ne mentionne pas son mode de réalisation. Pour un cas d'utilisation, on ne mentionne pas son mode d'utilisation au niveau cas d'utilisation. D'accord? Par contre, au niveau diagramme des exigences, une exigence, parfois, elle est satisfaite par le bloc tel. D'accord? Et si au niveau d'un diagramme d'exigence, une exigence est satisfaite par un bloc, d'accord, automatiquement ce bloc, je dois le retrouver au niveau du diagramme de définition des blocs, à savoir le diagramme PDD. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que tous ces 9 diagrammes, donc, ils sont en liaison entre eux. Alors, pour un cas d'utilisation, on ne mentionne pas son mode de réalisation. Le cas d'utilisation permet de décrire ce que le système devra faire sans spécifier comment il le fera. D'accord? Je vais essayer de rebondir sur ce qu'on a fait au niveau de l'analyse fonctionnelle. C'est ce qu'on demande au niveau pieuvre. Alors, au niveau pieuvre, on a toujours dit qu'il faut établir une fonction de service ou une fonction de contrainte sans mettre en évidence la solution technologique. Il faut rester niveau service. La même chose ici, pour un cas d'utilisation, on ne mentionne pas son mode de réalisation. Le cas d'utilisation permet de décrire ce que le système devra faire sans spécifier comment il le fera. Alors, un cas d'utilisation doit être relié à au moins un acteur. Si vous avez un cas d'utilisation au niveau de votre diagramme, un cas d'utilisation, d'accord, et vous remarquez qu'il n'y a aucune relation entre soit des acteurs principaux ou des acteurs secondaires, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Un cas d'utilisation doit être relié au moins à un acteur. Alors, les acteurs sont de deux types, un acteur principal ou des acteurs principaux, un acteur secondaire ou des acteurs secondaires. Au niveau de la représentation, vous avez un bonhomme pour représenter l'acteur principal, et vous avez un rectangle avec le nom de l'acteur à l'intérieur et le petit bonhomme
côté droit, je pense. Côté droit. Bien. Côté droit ou côté gauche, au niveau du rectangle. Droit. L'acteur principal, c'est celui pour lequel le cas d'utilisation produit un résultat observable. Alors le cas d'utilisation, il est là pour un acteur principal. Une fois ce cas d'utilisation est réalisé, donc l'acteur principal, il doit l'observer à l'œil. Alors l'acteur secondaire peut être un humain ou un autre système qui interagit avec le système pour la réalisation du cas d'utilisation. Il appartient à l'environnement du système. C'est pour cette raison, d'accord, tous les acteurs principaux et les acteurs secondaires, normalement, si vous établissez un diagramme de contexte, il faut obligatoirement retrouver tous ces acteurs au niveau du diagramme de contexte, au niveau langage systémique. Alors, les acteurs principaux sont placés à gauche des cas d'utilisation et les acteurs secondaires sont placés à droite. Ça, on le connaît déjà. Alors, quelles sont les considérations à prendre en compte pour le diagramme des cas d'utilisation exploité avec les élèves au collège pour cette première phase d'expérimentation? Alors, soyez sûr que si on parle de plusieurs cas d'utilisation au niveau d'un diagramme cas d'utilisation, on aura plus de relations à mettre en œuvre. Et ces relations, je pense que à ce niveau-là, ils sont très difficiles à expliquer à l'élève. Alors, et pour des raisons de simplicité, on va se limiter à un seul cas d'utilisation et on touche généralement le besoin à satisfaire. D'accord? Alors, si je prends l'exemple voiture à friction, le cas d'utilisation énoncé par celui qui a dit jouer en reproduisant tel ou tel. Donc, le service attendu par l'enfant, c'est avoir un jouet qui va lui permettre de jouer. Donc, se limiter à un seul cas d'utilisation et qui explique d'une manière claire quel est le besoin attendu à satisfaire par cet objet-là ou ce système-là. Les types de relations à mettre en œuvre dans un diagramme de cas d'utilisation, j'estime qu'on se limite à deux relations, la relation d'association et la relation de généralisation. Alors je vais donner un exemple. Diagramme cas d'utilisation pour le robot abeille. On a une équipe participante, d'accord, qui va réaliser un robot dont la mission c'est simuler la danse frétillante ou ronde. Cette simulation doit se faire quelque part, c'est au niveau de la reine, le halaba. وبالتالي عندي un seul cas d'utilisation, c'est simuler la danse frétillante ou ronde, d'accord, pour rendre service à l'équipe participante devant les membres du jury, et d'une manière dynamique, d'accord, le robot interagit avec la reine pour réaliser ce cas d'utilisation. Alors ici, j'ai l'acronyme pour mentionner qu'il s'agit d'un diagramme cas d'utilisation. J'ai l'acteur principal, j'ai l'acteur secondaire, j'ai la frontière du système et j'ai le cas d'utilisation. La nature de l'association, de la relation ci, c'est une relation d'association. Alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est pas simuler la danse frétillante au ronde pour ce cas d'utilisation robot semi-intelligente, mais c'est collecter les déchets à l'intérieur d'une salle de cours. C'est ce qu'on a travaillé le lundi. Robot semi-intelligente, c'est un système qui va nous permettre de collecter les déchets au niveau d'une salle de cours. Et donc, pour mettre en évidence la deuxième type de relation, c'est une relation de généralisation. Alors, d'une manière générale, un utilisateur va exploiter cette robot semi-intelligent pour jeter ses déchets. Alors, on peut être plus précis. C'est l'utilisateur, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, et je génère ici une relation, j'exploite une relation de généralisation. Donc, pour des considérations didactiques et pédagogiques, pour rendre ces diagrammes accessibles par les élèves, on va en discuter
Est-ce qu'on va se limiter uniquement à la lecture pour l'exploiter? On peut aller jusqu'à avoir des exigences ou bien d'une manière très simple un diagramme cas d'utilisation ou un diagramme d'exigence à texte laculaire, et c'est à l'élève à partir d'un document qu'il doit lire, il doit retrouver ces exigences-là et il doit remplir ces exigences-là. Donc on se limite au choix suivant, c'est-à-dire au niveau d'un diagramme d'exigence, on se limite à 4 relations: la relation de contenance, la relation de satisfaction, la relation de raffinement et la relation d'ajout de notre graphique. D'accord? On va choisir aussi travailler avec des diagrammes partiels pour ne pas donner des diagrammes lourds à exploiter avec les élèves. D'accord? Et au niveau des diagrammes cas d'utilisation, essayer au maximum de se limiter. On doit se forcer à se limiter à un seul cas d'utilisation qui met en évidence le besoin à satisfaire, d'accord? Et se limiter à 2 relations, à savoir la relation de généralisation et la relation d'association. Alors, je vous remercie pour votre attention et à vous l'honneur de poser des questions, mais surtout n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques et suggestions pour finaliser ce projet et entamer la deuxième étape, à savoir s'interroger sur le comment on va l'exploiter avec les élèves au collège. À vous la parole. يلا الشباب. هل هناك من تساؤل؟ هل هناك من سؤال؟ هل هناك من ملاحظة؟ يلا الشباب مالكم تزيدوا انتم؟ شحال في ساعة؟ يا واحد شوية غنجيبوا لكم اتاي، غير ما تقلقوش. حسوني واخا بلاتي bien que ce qui est écrit au niveau du langage XML et plus particulièrement au niveau du diagramme cas d'utilisation, c'est un diagramme, d'une manière ou d'une autre, c'est un diagramme qui répond à la question, d'accord, pourquoi ce système? Quelle est la raison d'être de ce système? C'est pour répondre à un besoin. Quelle est la considération didactique et pédagogique? Pas plus. Il faut se limiter au maximum à un seul cas d'utilisation. Parce que cette documentation, diagramme des exigences, diagramme cas d'utilisation, on peut parler, d'accord? Donc un objet très simple, combien de connaissances, surtout sur le plan mécanique, qu'est de l'objet? Une solution très simple, si on veut la décortiquer en exigence, donc ça va nous donner un diagramme d'exigence qui est très lourd, surtout pour les élèves qui viennent le collège. Mais on va toujours faire parler ou bien élaborer deux diagrammes partiels pour rester toujours dans la simplicité. Cas d'utilisation, chercher quel est le cas d'utilisation qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit satisfaire. Alors satisfaire à qui? Donc à l'acteur tel, et quels sont les acteurs sur le besoin à satisfaire? C'est laver le linge sale
d'un utilisateur. J'ai de ce côté-là un utilisateur. Et j'ai une relation d'association. Je peux générer d'autres relations, à savoir la relation de généralisation, et décomposer un utilisateur homme, femme, et mettre en évidence une relation de généralisation. Quels sont les acteurs secondaires? Je dois avoir une source électrique pour que la machine fonctionne. Je dois avoir une source hydraulique pour que la machine réalise le cas d'utilisation. Il faut avoir un niveau d'évacuation des eaux usées. Donc, si un acteur secondaire de ces trois acteurs est absent, je ne peux pas avoir le cas d'utilisation. Au niveau de la remarque d'Yessi Hassan, il a dit qu'on peut ajouter un acteur secondaire, c'est le sol, la plateforme. Par exemple, si par exemple on a une plateforme qui est un peu inclinée, d'accord, est-ce que la machine posée, une machine à laver un peu inclinée, est-ce que le cas d'utilisation laver le lave-linge ne soit pas réalisé? Il doit être réalisé. Donc, dans un souci, de raffiner davantage, on peut parler de plateforme, mais ça ne pose aucun problème s'il est absent au niveau des acteurs principaux secondaires pour que le cas d'utilisation soit réalisé. Donc, un conseil, on va rester simple au niveau de la réalisation de ces diagrammes-là, cas d'utilisation, diagramme des exigences, et un certain nombre de questions, on va répondre à plusieurs questions si on met en évidence le troisième diagramme, le diagramme BDD. Parce qu'au niveau d'un diagramme d'exigence, aller pour chaque exigence, s'il est satisfait par un bloc, d'accord, et pour chaque exigence, il est satisfait par ce bloc, je vais me rendre compte à la fin que j'ai un diagramme des exigences qui est trop lourd. Et tous les blocs qui réalise cette satisfaction de l'exigence telle, je vais le retrouver au niveau du diagramme de définition des blocs. Donc, pourquoi alourdir un diagramme des exigences alors que j'ai la possibilité de représenter tous les blocs au niveau d'un bloc de définition des blocs? D'accord? Donc, un conseil. Pour cette première phase d'expérimentation, on va rester trop simple. D'accord? On va élaborer par exemple un diagramme des exigences. D'accord? Au niveau de l'exploitation, on va prendre une partie de ce diagramme. Je suis intéressé par telle exigence ou telle exigence. Donc je vais travailler avec des diagrammes partiels et la question, le comment, cette question didactique, comment on va transposer, comment on va exploiter, c'est une étape qui va venir. Maintenant, il faut parler le même langage. Si je parle diagramme d'exigence, on a la même définition d'une exigence, on a la même méthodologie pour dresser un diagramme d'exigence, et l'on est de même pour le cas d'utilisation, et ça de soi pour le PDD. À ce stade-là, on va rester très simple, on va restreindre les relations qu'on va exploiter, d'accord, pour mettre en évidence des diagrammes, et on est dans une phase de formation. Il faut savoir que, même en France, les enseignants ils n'ont pas subi de formation sur le sujet. C'est une auto-formation, les cadres. Donc, c'est une expérience à tenter. Pourquoi adopter le système? Pourquoi adopter le système? C'est une question légitime. Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, pour moi, من ماسلو الهرم ديال ماسلو ياك نتوما كتهضروا مع الكلام على الهرم ديال ماسلو هو ما بغيتوش تساتيسفيو داك الحاجيات ديال الانتماء تنتميو لديك لا كوميونيتي سيونتيفيك qui utilise la langue système. 1 2 quelles sont les entreprises installées au Maroc et qui exploitent le système maintenant? Il y a Renault, il y a Peugeot, il y a Bombardier, il y a SKF. 3 grandes firmes qui utilisent le langage XML. Et si 3 grandes entreprises exploitent le langage XML, toutes les entreprises qui font la sous-traitance, ils doivent suivre, sinon ils ne décrochent aucun marché.
Comme doit soit loué, heureusement qu'il y a un étudiant sur les classes préparatoires qui a dit par exemple, eh ben, ce diagramme-là, il ressemble à quelque chose qu'on a fait, diagramme pur. Mais chaque diagramme pur, il a la technologie. Heureusement, la technologie fera quelque chose. Donc, on a une vision à long terme. وكنقولوا هاد الوليد اللي تحت له الفرصه قرا عندنا التكنولوجيا على الاقل يقرا شي حاجه اللي موالده دابا le cadre social de référence dialogue, d'accord? Une initiation. La tâche n'est pas facile, parce que la grande tâche, la tâche pénible, على العاتق ديال المفتشين على العاتق ديال الاساتذه باش نعطيو une recette bien adaptée للكوليج وما نطيحوش les imperfections, les inconvénients اللي حنا فيهم في l'analyse fonctionnelle. Alors il faut s'y mettre dès maintenant. Il faut s'y mettre dès maintenant. ولكن إلا قلنا avant ça, ce sont des diagrammes qui sont difficiles pour l'élève du collège, etc., etc. On va rester là. وغادي نبقاو على ماذا يؤتي لمن يقدم الخدمة إلى أن يرث الله الأرض ومن